Donc en effet, Elisabeth m'a demandé d'intervenir en tant qu'orthophoniste sur la prise en compte de ces troubles vestibulaires dans le cadre de l'orthophonie. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est fréquemment pensé. On pense souvent aux adaptations en psychomotricité, mais effectivement, on va voir rapidement que la prise en compte de ces aspects vestibulaires sont très importants, sans quoi le langage ne se développe pas de façon optimale. Donc, j'ai l'avantage de faire l'exposé, le dernier exposé, ce qui me permet à la fois d'aller vite sur certains aspects et à la fois d'être redondante sur des éléments qui ont été déjà cités. Mais là, je les traiterai du point de vue de la prise en charge en orthophonie. Donc, voilà, donc ça a du sens que ce soit sur la fin, parce qu'effectivement, j'ai bien écouté tout ce qui a été dit dans le cadre de la psychomotricité, et bien évidemment que ce sont des adaptations dont on se sert en orthophonie également. Nous allons donc voir comment ces troubles impactent également les fonctions cognitives et quelles sont leurs conséquences au niveau du langage. Ce sont des incidences, comme l'a dit Elisabeth ce matin, des incidences secondaires à l'intrication de la surdité et des troubles vestibulaires. Donc, voilà, c'est peut-être pas le langage en premier qui est atteint, mais les conséquences de ces intrications, de ces troubles, ont une importance primordiale au niveau du langage. Alors, lorsque l'enfant sourd bénéficie d'une bonne réhabilitation auditive, que ses seuils perceptifs sont bons, par exemple lorsque on lui propose donc un implant cochléaire, on s'attend tout naturellement à ce que l'enfant développe des bonnes capacités langagières. Or, dans certains cas, on s'aperçoit que ce développement linguistique est particulièrement lent. Et donc, ce sont des questions que l'on peut se poser. L'expression est touchée, mais également la compréhension. Et ce sont des questions qu'on se pose en se disant « mais je ne comprends pas, il est pourtant bien implanté, il réagit sur le plan perceptif, mais le langage est atteint, notamment au niveau de la compréhension ». Maintenant, on sait que le déficit vestibulaire peut être très fréquemment associé à la surdité, et cette hypothèse peut expliquer une partie de cette discordance entre les capacités perceptives de l'enfant qui entend le son, et l'enfant qui n'évolue pas sur le plan linguistique comme attendu. Donc, c'est quelque chose qu'on rappelle souvent, un déficit associé à la surdité, même s'il est minime, peut engendrer des troubles sur le plan langagier, au niveau réceptif et au niveau expressif. Donc, même lorsque, par ailleurs, l'enfant semble se développer plutôt bien, lorsqu'il est bien implanté, et on constate que le langage ne se développe pas. Ou pas comme on le voudrait. Donc, les atteintes vestibulaires peuvent altérer, donc, on va reprendre au niveau du langage sur l'aspect compréhension. La saisie visuelle peut être perturbée, alors qu'on soit sur le plan de la compréhension du langage en mode oral, avec l'appui de la lecture labiale, du LPC. Les difficultés peuvent passer inaperçues, et voilà, c'est le cas comme je le disais tout de suite, de l'enfant sourd qui semble se développer de façon satisfaisante. Et lorsqu'on fait l'analyse fine du versant réceptif du langage, on constate des troubles qui peuvent s'expliquer par un traitement visuel imparfait ou erroné. Ça a été expliqué notamment par Claire tout à l'heure, hein, effectivement, l'enfant qui ne perçoit pas les mouvements fins du langage, une grande fatigabilité,
Donc, dans le cas de cet enfant sourd qui est plus sur une réception orale, la saisie visuelle peut être perturbée et donc entraîner un certain nombre de difficultés. Le vocabulaire peut être touché. Par exemple, les sosies labiaux qui normalement peuvent être compensés par l'utilisation du LPC ne sont pas compris. Enfin, le LPC n'aide pas à différencier les sosies labiaux. La syntaxe peut être touchée, comme l'a expliqué Elisabeth ce matin. Il y a des éléments syntaxiques qui peuvent être particulièrement impactés. On a parlé ce matin de la voix passive, qui est en lien avec des difficultés de représentation spatiale. Et donc en fait, ces éléments-là sont particulièrement impactés. On peut avoir aussi des difficultés au niveau de la pragmatique du langage. On ne saisit pas le registre dans lequel se situe l'interlocuteur parce que on n'a pas vu clairement quelles étaient les expressions du visage. On n'a pas vu l'intentionnalité de l'interlocuteur. Donc la pragmatique du langage est moins opérationnelle. De la même façon, lorsqu'on s'adresse à l'enfant en langue des signes, les paramètres essentiels tels que l'orientation du mouvement à droite ou à gauche, en avant, en arrière, en haut, en bas, l'emplacement des signes, la configuration des doigts, etc., tous les paramètres essentiels de la langue des signes ne sont pas correctement pris en compte. Et bien sûr, ça impacte également au niveau de la réception du langage. Donc, on constate que ces enfants, qu'ils soient sur un mode de réception orale ou sur un mode de réception signé, ils peuvent être en difficulté dans la compréhension du langage par des confusions lexicales, syntaxiques. Alors, la notion de fatigabilité est bien évidemment à prendre en compte, puisqu'elle se rajoute aux autres difficultés. L'attention visuelle et auditive est de moindre qualité, de par la fatigabilité. Et bien évidemment, la compréhension du langage est affectée. Alors sur le plan expressif, ça a été également cité aujourd'hui, le traitement imparfait des mouvements fins au niveau bucco-phonatoire n'est pas donc perçu sur le plan réceptif. Et ensuite, la difficulté d'enchaîner ces mouvements complexes et rapides sur le plan de l'expression a une conséquence sur l'articulation. Donc, on est sur le niveau expressif, sur l'enchaînement rapide de ces mouvements qui peuvent être plus difficiles. De la même façon, au niveau de la langue des signes, il paraît évident que des difficultés d'organisation spatiale qui sont notées dans le cas d'enfants avec atteinte vestibulaire, eh bien, ont du mal à s'exprimer en langue des signes, et leur langue des signes est beaucoup moins précise. L'automatisation du geste est longue, difficile, elle est soumise à plusieurs facteurs, la fatigue, la condition posturale lors de l'apprentissage, c'est-à-dire que l'enfant, s'il n'est pas installé correctement, aura beaucoup plus de mal à apprendre ces nouveaux signes. Donc je redis tout ce qui a été dit précédemment, mais en se plaçant du point de vue de l'acquisition du langage. Alors, comment adapter la prise en charge orthophonique ? Alors, on l'a dit et redit, et je le redirai encore, s'adresser à l'enfant lorsqu'il est en position stable et contenante. C'est-à-dire, Juliette l'a dit précédemment, il faut attendre que l'enfant soit bien installé. Je pense qu'il faut privilégier l'efficacité de la transmission de l'information. C'est-à-dire que peut-être qu'on va en dire moins, peut-être qu'on va ralentir son discours, mais on cherche à ce que le discours soit capté dans les conditions optimales. Et les conditions optimales pour un enfant vestibulaire, c'est d'abord de l'installer correctement. Donc, par exemple, pendant un trajet, on ne va pas s'évertuer à parler à l'enfant en même temps qu'il marche.
Donc on verra dans mon exposé qu'il vaut mieux différencier les moments entre l'explication et le déplacement. Donc on ralentit le discours, on le renforce éventuellement à l'aide de supports écrits. Alors quand je parle de supports écrits, je parle surtout des supports écrits permanents tels que les dessins, les pictogrammes, les photos, les mots pour ceux qui sont dans la lecture. Alors, sur ces supports écrits, donc, il s'agit d'apporter des éléments de suppléance permanents et fixes. C'est-à-dire que ces deux mots sont importants, c'est-à-dire qu'ils sont permanents, puisque donc on peut y revenir, et surtout ils sont fixes. On peut adapter la présentation pour que ces supports soient fixes et l'enfant peut s'y référer plus facilement. Donc on complète l'information par ces moyens permanents et fixes. On est redondant, l'enfant peut y revenir à son rythme. C'est-à-dire que si l'enfant est fatigué, il va peut-être pas appréhender correctement ce qu'on est en train de lui présenter, un dessin ou un picto ou une photo, mais à un autre moment, il pourra le faire. Et puis, on lui permet de construire des représentations. En fait, grâce à ce dessin, ces pictos qu'on peut faire, on l'aide à se représenter les choses, notamment du point de vue spatial. Je disais tout à l'heure qu'on peut différencier le moment où l'enfant se déplace et le moment où on peut lui expliquer ce déplacement. Donc lorsque l'enfant part dans un endroit nouveau, dans un lieu nouveau, ou s'il va faire une activité qui mobilise sa motricité, l'orthophoniste pourra vraiment travailler sur l'anticipation de ce déplacement, donc avec ces supports visuels dont je viens de parler, pour que les explications puissent lui être présentées de façon vraiment optimale. C'est-à-dire qu'on prend le temps, une fois qu'il est assis, une fois qu'il est confortable sur le plan visuel, on prend le temps de lui expliquer de façon conceptuelle la situation. On n'est pas dans le temps où l'enfant se déplace et il a beaucoup d'efforts à faire. On est dans l'explication en amont de cette activité ou de ce lieu nouveau. Voilà. Donc on peut essayer de dessiner ce lieu, on peut essayer de préparer des photos pour que l'enfant puisse appréhender le lieu dans lequel il va aller. Alors j'ai un exemple concret, j'avais préparé un enfant à aller à la Villette et puis j'avais essayé d'expliquer un certain nombre de choses, j'avais pris plein de photos. J'avais juste oublié un truc, c'est qu'il y avait des escaliers, des escalators en fait. Et cet enfant a été pris totalement de panique en descendant sur l'escalator. Et il s'est agrippé à moi de façon assez dangereuse pour moi. Parce qu'en fait, cet escalator, il ne l'avait pas du tout pensé, il ne l'avait pas du tout appréhendé. Et c'est un exemple qui m'a marqué parce que, en fait, j'avais pensé à tout, mais je n'avais pas pensé à l'essentiel, c'est comment se rendre d'un étage à l'autre. Et à la Villette, je pensais que c'était plus confortable pour lui de pouvoir descendre les escaliers grâce à l'escalator. Et je pense que pour cet enfant, il aurait été préférable de descendre l'escalier en se tenant à la rampe. Parce que vraiment, l'escalator, il l'a très, très, très mal vécu. Donc c'est un exemple qui m'a marqué. Donc on l'a déjà dit, les enfants atteints de troubles vestibulaires sont pénalisés donc dans les apprentissages fondamentaux tels que la lecture, on va y revenir, l'écriture, vous en avez parlé, la numération, ça a été évoqué également, la géométrie, la géographie. Donc, en tant qu'orthophoniste, on peut vraiment se placer de deux points de vue au niveau de l'adaptation.
par le choix du matériel adapté, donc tout ce que Juliette vient d'expliquer, hein, notamment pour limiter la fatigabilité de l'enfant, la fatigabilité au niveau de la posture et canaliser sa vision. Mais aussi, on est dans une planification de la tâche, c'est-à-dire que on recherche une explication claire de la consigne, c'est-à-dire, comme je viens de l'expliquer, en conditions favorables au niveau moteur et au niveau visuel. On peut organiser séquentiellement la tâche, donc pour que l'enfant comprenne bien les différents moments de la tâche à accomplir. Et puis, on peut aussi reprendre en différé. Tout à l'heure, je disais qu'on pouvait anticiper la tâche, mais en différé, c'est intéressant aussi parce que l'enfant, dans son exploration d'un environnement nouveau, a dû utiliser beaucoup d'énergie pour maintenir son équilibre, pour tout ce qui a été dit dans toute la journée, pour gérer son tonus. Et en fait, il n'a pas pu appréhender correctement tout ce qu'il aurait pu percevoir d'une sortie scolaire ou autre. Il n'a pas été en mesure de le faire. Et donc, on peut également reprendre en différé un événement ou une activité en reprenant quelque chose qui a été fait, par exemple, avec des éducatrices, des enseignants. Et c'est vraiment important parce que l'enfant ne peut absolument pas être en double tâche, comme on l'a dit précédemment. Donc, les adaptations concernent l'installation de l'enfant en salle d'orthophonie. Donc, une installation contenante, voilà, c'est vraiment primordial. Donc, je redis ce qui a été dit au niveau des adaptations en psychomotricité, mais pour bien expliquer qu'elles sont absolument primordiale en salle d'orthophonie et en classe, bien évidemment. Donc, on privilégie l'appui dos, l'appui pied. On stabilise, enfin, on aide l'enfant à se stabiliser avec ses avant-bras. Quelquefois, l'enfant de lui-même recherche un contact physique, ça a été aussi décrit. Mais ce que je voulais dire, c'est que dans le cas de la prise en charge en orthophonie d'un enfant sourd, on privilégie en général le fait d'être en face de l'enfant pour qu'effectivement qu'il saisisse le plus d'éléments au niveau du langage. Mais dans le cas de l'enfant avec trouble vestibulaire, on voit que l'enfant en effet recherche le contact physique de lui-même. On peut privilégier alors le côte à côte pour certaines activités. Il s'agit de regarder ensemble. On se sert d'un plan incliné également pour regarder ensemble. Et l'orthophoniste se positionne pour renforcer l'axe de l'enfant. C'est-à-dire que au lieu d'être en face à face comme on peut s'y attendre lors d'une prise en charge d'un enfant sourd, on peut, dans certains moments, regarder ensemble une préparation que j'ai pu faire en pictogramme, en lecture. Et je peux soit être à côté de l'enfant, soit être derrière l'enfant pour regarder ensemble dans la même direction. Donc ça, c'est quelque chose qui est important parce que c'est un petit peu contradictoire avec ce qu'on entend fréquemment, de dire qu'il faut bien se mettre en face de l'enfant. Lorsque, dans certains moments, il est important, malgré tout, que l'enfant soit vraiment en face de moi pour les aspects précis au niveau du langage, je me débrouille pour caler mes pieds contre les siens, ou voilà, je m'adapte à cette position de face à face de façon contenante malgré tout. Donc je peux accrocher ses pieds ou mettre mes jambes autour de ses jambes. Je peux me débrouiller pour malgré tout maintenir un contact physique.
Voilà, donc la dernière phrase est redondante par rapport à tout ce qui a été dit. On cherche à diminuer la fatigabilité de façon à rendre l'enfant plus attentif aux tâches langagières et cognitives pour lesquelles il est vraiment sollicité. Sur le plan visuel, il faut bien évidemment favoriser un ancrage visuel. Se mettre à hauteur de l'enfant. Moi, j'ai dans ma salle d'orthophonie, parce que j'ai oublié de préciser que je travaille au Centre La Plane, mais je travaille également dans un centre qui accueille des enfants, centre pour enfants plurihandicapés de la rue d'Avielle, et donc je travaille auprès d'enfants également. Et j'utilise un siège modulable au niveau de la hauteur, pour que moi je sois vraiment à la hauteur de l'enfant. C'est pas forcément installer l'enfant, c'est aussi moi m'installer pour être à la bonne hauteur par rapport à l'enfant et à la bonne place. Quelquefois derrière l'enfant, quelquefois en face, quelquefois sur le côté. Et c'est vraiment très important que moi je puisse m'adapter. Si l'enfant, on va installer correctement l'enfant, mais je vais également m'installer de façon optimale pour l'enfant. Donc l'utilisation d'un plan incliné est bien évidemment valable également en orthophonie. Je vous montrerai une photo d'utilisation d'une pince pour maintenir la feuille sur un plan incliné. C'est-à-dire que on recherche une prise d'information qui n'est pas perturbée ni par le mouvement que pourrait faire l'enfant, ni par le mouvement de la feuille en elle-même. Donc on est vraiment sur une stabilisation maximale sur un plan vertical et de façon très fixe. Il en est de même pour une tâche présentée sur l'ordinateur qui bien sûr est favorable à la stabilisation du regard. Donc un certain nombre d'apprentissage au niveau du langage passe par un travail sur l'ordinateur, parce que on recherche la verticalité qui est donc le plan le plus facilement repérable par l'enfant, et la stabilité du support. Je ne sais pas si on voit rien. Donc c'est deux exemples d'enfants, de textes proposés. Donc un texte de lecture sur la gauche et une phrase écrite en pictogramme sur la droite. Donc j'ai utilisé une pince pour fixer la feuille. En plus de la verticalité du plan incliné. Alors concernant le langage écrit, il est bien sûr essentiel de donner des repères fortement marqués sur le plan visuel. Donc ça reprend un petit peu ce que Juliette a dit, des repères en début de ligne pour la lecture d'un texte. Des espaces très marqués entre les paragraphes. On n'hésite pas à proposer à l'enfant vraiment des espaces très importants. On cherche à ce que la présentation du texte soit vraiment optimale et on cherche à ce qu'il y ait une présentation à la fois claire, précise et indicée surtout. C'est surtout ça, on cherche à ce que cette présentation soit la plus lisible possible pour l'enfant. Parce que ce que je cherche, c'est non pas une tâche visuelle, une tâche motrice, je recherche une tâche de lecture. Donc je vais soigner de façon très précise ma présentation pour que l'enfant puisse prendre le plus d'indices possible. Là encore, c'est une utilisation de caractères suffisamment gros. Donc là, on est au niveau d'une tâche de lecture et non pas d'écriture, mais je choisis la taille des lettres et l'épaisseur du trait en fonction pas seulement de la vision de l'enfant, mais de sa possibilité de pouvoir décoder très rapidement, malgré les mouvements de la tête qu'il peut avoir, décoder très rapidement ce que je lui propose. Et puis, dans ce que je nommais une présentation indicée, on peut utiliser des schémas avec indices de couleurs et des arborescences pour que l'enfant puisse visuellement
malgré son déséquilibre, prendre les indices le plus rapidement possible, de façon schématique, qui entraîne une représentation conceptuelle de ce que je veux lui faire passer. Et puis, ça a été également cité, on ordonne l'espace feuille pour l'enfant de façon à ce que sa prise d'information visuelle soit la plus opérante possible. Donc, je vais vous donner des exemples de situations où l'enfant ne doit pas être en double tâche, puisqu'il est essentiel, comme il a été dit toute la journée, de hiérarchiser les objectifs. Tout à l'heure, il y avait une question concernant la tâche à accomplir. Il est bien évident qu'il faut identifier l'objectif principal de la tâche, c'est-à-dire savoir ce que je cherche. Moi, dans mon travail auprès d'un enfant, je recherche par exemple une tâche de lecture, et je ne suis pas dans la gestion de l'équilibre en plus. Donc moi, je vais tout faire pour favoriser cette installation confortable, et par contre demander à l'enfant de fournir un effort sur une tâche de lecture. Donc dans les exemples de situations où l'enfant peut être en double tâche, donc je le disais tout à l'heure, limiter le discours, et en particulier lorsque nous nous situons en langue des signes, lors d'un déplacement. L'enfant ne peut pas tout intégrer en même temps, il ne peut pas à la fois marcher et comprendre un message en langue des signes. Donc faciliter le graphisme de l'enfant grâce à un tapis antidérapant, ça a été énoncé tout de suite. Lorsque l'enfant ne peut pas produire un geste graphique suffisamment clair, suffisamment lisible, il vaut mieux écrire pour l'enfant. Ce que je veux dire, c'est que si l'enfant écrit quelque chose et qu'il ne peut pas par la suite, parce que son graphisme n'est pas suffisamment précis du fait des problèmes vestibulaires, l'enfant ne pourra pas se relire. Et donc la trace écrite qu'il a produite ne sera pas du tout utilisable pour lui. Donc il est préférable d'écrire pour l'enfant, et que le texte soit suffisamment utilisable par l'enfant, que de le laisser écrire. On peut également demander à l'enfant d'utiliser un traitement de texte, parce que quelquefois il va être plus à l'aise sur l'ordinateur que graphiquement, et la trace écrite sera correcte pour lui et efficace. Sur le plan d'une opération numérique, on peut poser l'opération de façon à ce que l'enfant puisse réellement effectuer la tâche qu'on lui demande. Donc, si l'enfant doit poser l'opération, l'écrire de travers et ensuite réaliser le calcul sera faux. Mais pourtant, ce qu'on recherchait, c'était bien qu'il puisse effectuer cette opération numérique. Donc, ne pas se tromper d'objectif. Voilà, lui proposer une organisation matérielle bien précise, c'est-à-dire par moment ritualiser les repères qu'il peut prendre dans la classe. L'enfant va s'installer lui-même d'une façon optimale, petit à petit. Lors d'une sortie scolaire, permettre à l'enfant de s'asseoir pour qu'il ait accès plus facilement aux explications données. Donc, lorsqu'il y a des sorties scolaires, eh bien, la plupart du temps, l'enfant est debout assez longuement. Si, par exemple, l'enfant visite un musée ou autre, la plupart du temps, l'enfant est debout. Et au bout d'un certain temps, il ne peut absolument plus suivre les explications qui lui sont demandées.
Donc on est encore dans la difficulté de traitement de l'information visuelle parce que l'enfant, sur le plan du tonus, est trop en difficulté. Donc c'est vrai qu'il n'est pas courant dans une sortie scolaire d'amener une petite chaise, mais on peut essayer de trouver une solution pour que l'enfant soit assis pour les moments importants de l'explication du professeur. Voilà. Alors, je pense qu'il est important, en effet, d'expliquer les troubles vestibulaires à l'entourage de l'enfant. Comme on l'a dit précédemment, l'enfant peut être brusque dans ses interactions, il peut être maladroit. On peut observer une certaine rigidité parce qu'il a verrouillé les jambes, la tête, le cou. Donc il peut avoir une apparence un peu rigide. Et souvent, dans ces interactions, les difficultés sont importantes parce qu'il y a double, triple tâche en même temps. Et donc souvent ces stratégies de compensation sont mal interprétées. Si l'enfant effectivement prend son élan pour se déplacer vers un autre enfant, il peut avoir du mal à arrêter son geste, enfin son mouvement, et ses pairs trouvent que c'est pas un moyen de communication très adéquat. Et finalement, alors que l'enfant a essayé une stratégie de compensation, cette stratégie n'aura pas été interprétée correctement par les autres enfants. Alors, ça conduit à une compréhension parcellaire de la communication. L'enfant n'est pas en bonne position pour comprendre ce que dit l'autre. Il s'ensuit des malentendus. L'enfant a essayé de s'exprimer, mais il n'est pas en position très stable pour pouvoir s'exprimer correctement. Et tout cela conduit à une socialisation difficile de l'enfant. Et je trouve que c'est important de comprendre l'impact au niveau communicationnel de ces troubles vestibulaires dans des endroits qui paraissent tout simples, comme la cour de récréation, la cantine. Voilà. Donc en cours de récréation, notamment, on peut expliquer aux autres enfants le déséquilibre de cet enfant vestibulaire. On peut proposer un échange autour d'activités autour d'activités plus calmes, en position assise par exemple. On peut inciter l'enfant, lorsqu'il est trop fatigué, à rejoindre le préau, où quelquefois des tables sont installées pour que l'enfant puisse vraiment être dans une socialisation, pouvoir faire des jeux, mais de façon adaptée pour lui, surtout lorsqu'il est fatigué. Lors des jeux de moteur, lors des jeux moteurs comme le foot, par exemple, à l'école, les jeux de ballon, eh bien l'enfant en situation d'atteinte vestibulaire donc est fatigué. Et souvent, c'est mal interprété, et parce qu'on dit oui, t'es fatigué, t'es toujours fatigué, t'as pas envie de jouer, etc. Des propos pas toujours bienveillant. Et donc c'est vécu douloureusement par l'enfant. Alors quelquefois, par exemple pour les jeux de ballon, l'enfant s'en sort en choisissant le poste de gardien de but. Sauf qu'à un moment donné, il se trouve pénalisé parce qu'il ne va pas être en mesure de recevoir le ballon. Donc, tous ces éléments, vous allez dire que c'est bien loin du langage. Et non, c'est pas si loin que ça du langage, parce qu'on est dans la communication vraiment de la vie de tous les jours. Et l'impact est très, très important pour ces enfants-là. Voilà, donc je vais terminer par cette diapo en insistant sur le fait qu'effectivement ces troubles vestibulaires sont à prendre en compte dans tous
les lieux où va l'enfant, donc avec les différents professionnels, parce que sans quoi tous les apprentissages sont vraiment très difficiles et ces troubles peuvent se révéler vraiment très invalidants dans la progression de l'enfant dans les apprentissages. Donc les conséquences en chaîne sur le plan cognitif sont limitées lorsque on prend en compte les troubles moteurs et visuomoteurs par le psychomotricien, bien évidemment, par l'orthoptiste, mais aussi par l'orthophoniste, par l'enseignant, par le professeur de langue des signes, par l'éducateur. J'ai oublié l'ergothérapeute, bien évidemment, qui intervient de façon bien précise pour aider l'enfant à trouver des stratégies de compensation. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est à tout moment. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est dans la cour de récréation, c'est à la cantine, c'est en sortie scolaire, c'est en classe verte. J'ai le souvenir d'un enfant que je connaissais très bien, dans ma salle d'orthophonie, éventuellement dans les couloirs. Donc, j'étais bien au courant qu'il avait des troubles vestibulaires. Mais un jour, je suis partie avec cet enfant et son groupe en classe de mer. Et en fait, en classe de mer en Bretagne, où il y avait des rochers. Et je n'ai pas vu du tout le même enfant, alors que j'avais l'impression de le connaître parfaitement. Et je n'ai pas vu du tout le même enfant. C'était un enfant extrêmement angoissé, un enfant qui ne comprenait plus rien de ce que je pouvais lui transmettre. Il était dans une totale panique par rapport à ce sable qui était donc un terrain évidemment très mouvant, les rochers qu'il appréhendait de façon très difficile. Et en fait, tout ce que j'avais imaginé au niveau de la communication de cet enfant s'est trouvé complètement mis à mal lors de ce moment que j'estimais plutôt sympa, d'une promenade sur les rochers au bord de la mer en Bretagne. Et j'ai pu mesurer parce que l'impact des troubles vestibulaires dans la communication de cet enfant, parce que cet enfant s'est complètement refermé et encore une fois, il ne comprenait plus rien de toutes les consignes que je pouvais essayer de lui transmettre. Et donc, effectivement, le travail en classe de mer pour cet enfant, ça a été d'essayer d'anticiper ce qu'on allait faire le lendemain et de reprendre ce qui avait été fait grâce aux photos prises toute la journée. Et au fur et à mesure de la semaine, l'enfant s'est senti mieux. Mais c'est un exemple vraiment de prise en charge pluridisciplinaire où vraiment j'avais l'impression, au niveau du langage, de bien appréhender cet enfant. Et en fait, dans d'autres conditions, cet enfant ne pouvait absolument pas utiliser ses acquis sur le plan langagier. Voilà, je ne sais pas si j'avais d'autres choses à rajouter. Je sais qu'il y a plusieurs orthophonistes dans la salle, donc j'attends les questions ou les suggestions, parce qu'en fait, toutes les adaptations que j'ai citées, c'est quelque chose que j'ai pu constater sur le plan expérimental, c'est-à-dire que je me suis trouvée en situation de devoir proposer une adaptation pour tel ou tel enfant. Donc, je pense que, en fait, il y a beaucoup d'autres adaptations à pouvoir à utiliser au niveau du langage et des apprentissages. Et voilà, donc c'est une liste, comme pour les psychomotriciennes, c'est une liste à compléter et à parfaire. Moi, c'est une question par rapport à l'apprentissage. Si, marche, hein, oui. J'entends. Par rapport à l'apprentissage de l'écriture et des lettres. C'est vrai qu'on a eu cette réflexion un petit peu dans mon établissement de savoir est-ce que, au final, les lettres, ils les apprennent en premier en majuscule, ça c'est classiquement, et après en cursive, enfin l'écriture, voilà. Est-ce que, au final, ce double apprentissage est vraiment nécessaire ou pas, quoi? Ou au final, il faut directement aller vers de la cursive? Enfin voilà.
Alors, encore une fois, on s'adapte à l'enfant. Il y a d'une part la tâche de lecture, et donc on peut proposer à l'enfant plusieurs types de graphies et voir ce qui lui convient le mieux. Et d'autre part, il y a la tâche d'écriture que moi, en tant qu'orthophoniste, je fais moins. Mais effectivement, Claire, tu as cité tout à l'heure, ou Camille peut-être, voilà, l'utilisation de cursive plutôt au niveau du graphisme. Voilà. Oui, c'est ça, directement en cursive. Donc voilà, moi je dirais qu'il faut vraiment, encore une fois, être à l'écoute de l'enfant au niveau de ce qui lui convient le mieux. Moi j'ai pour habitude de présenter toujours plusieurs supports, et donc plusieurs supports d'écriture, plusieurs tailles d'écriture, plusieurs traits, des traits plus ou moins gras, et puis voir ce qui convient le mieux à l'enfant. Donc je n'ai pas de réponse, comment dire, a priori concernant... Ces supports que vous proposez, vous les proposez dans les premiers temps où l'enfant va être vraiment en contact, les prémices de l'apprentissage de l'écriture ou de la lecture. La lecture, vous voulez dire? Ou... Les deux. Oui. Les deux. Je pense qu'en effet, alors, j'ai oublié de dire quelque chose dans mon exposé. Souvent, quand les enfants sont petits, vous savez, les orthophonistes aiment bien jouer à la dinette sur le tapis. Et en fait, pour les enfants vestibulaires, par exemple, on va pas forcément être sur une activité comme ça sur le tapis où l'enfant se sent pas bien. Donc, moi, je sais que j'utilise assez vite des supports visuels sur lesquels l'enfant peut s'appuyer. Alors, jouer sur le tapis, on peut le faire, mais à condition que l'enfant soit vraiment bien calé. Et d'ailleurs, la plupart du temps, l'enfant se cale bien. Donc, ces supports visuels, moi, je les utilise toujours en alternant avec des moments où l'enfant est plus se situe plus sur une activité motrice. Mais j'utilise beaucoup ces supports pour étayer un petit peu tout ce que je veux lui faire passer au niveau du langage. Les supports visuels permanents, les photos, les dessins, les pictos, j'ai tendance à les utiliser très très vite. Alors j'ai pas de bébé non plus, hein, mais en prise en charge, mais... Bonjour. Alors, moi, je ne suis pas orthophoniste, je suis psychologue. Et j'avais une question, parce que je suis un peu troublée, en fait, après avoir entendu toute cette journée. Parce que les tableaux que vous décrivez, finalement, me font penser, quand je ferme les yeux, à les tableaux symptomatiques, hein, ce que vous avez présenté comme troubles ou conséquences. Quand je ferme les yeux, je les retrouve dans plein de situations où il n'est pas nécessairement mis en évidence des troubles dits vestibulaires. Du coup, je me pose la question de savoir comment on objective des troubles vestibulaires. Est-ce que c'est un examen neurologique avec une imagerie qui le met en évidence? Est-ce que vous faites des tests et comment? Enfin, quel type, voyez, comment on met en évidence l'existence d'un trouble vestibulaire et que, du coup, les symptômes que présente l'enfant, ces difficultés, sont la conséquence de troubles vestibulaires et pas d'autre chose? Excusez-moi, hein, Elisabeth va répondre. Oui, justement, je voulais conclure sur ce sujet. Juste avant de vous répondre, je voudrais juste répondre à la question de écriture bâton ou pas bâton. On peut penser que chez un enfant aréflexique vestibulaire, il y a une difficulté de perception, d'orientation de la perception spatiale, et notamment en direction des verticales, des horizontales, des obliques. Et donc que les lettres bâtons sont effectivement moins bien perçues que les lettres que lorsqu'on fait une écriture cursive, voilà, merci. Une écriture cursive en plus qui permet aussi d'avoir un mouvement lié. Voilà. Et donc, voilà, c'est tout.
C'est vraiment, je pense, qu'une des raisons principales est liée au fait de privilégier l'écriture cursive d'emblée, très vite, et liée au fait qu'un enfant aréflexique vestibulaire, il va avoir des difficultés de perception spatiale. C'est ce qu'on a expliqué ce matin. D'accord ? Voilà. Et donc des éléments de la spatialité qui sont importants. Voilà. Verticale, etc. Alors, pour vous répondre, oui, toute la journée, on a parlé de choses qui peuvent effectivement concerner un grand nombre d'enfants parce que finalement, le système vestibulaire, comme on l'a montré tout au long de la journée, il concerne les fonctions vestibulaires concernent avant tout l'intégration polyneurosensorielle. On en a parlé dès le début de la journée et après, on va dire que les exposés, et particulièrement l'exposé qui a suivi le mien de Camille et Sylvie, montrent cette intégration polyneurosensorielle en action, quelque part. Et donc, quand on vient pour les remédiations ou pour les adaptations, forcément, quand on parle de ces remédiations ou de ces adaptations, c'est des remédiations et des adaptations qui vont concerner tout le développement de l'enfant, à la fois sensorimoteur et visio-spatial. Voilà. Et donc la globalité de l'enfant, ce qui nous amène aussi à la nécessité d'une appréhension, d'appréhender cet enfant de façon pluridisciplinaire. Et comme on l'a montré à travers tous les exposés, et notamment l'exposé de Claire, qui a beaucoup parlé des familles, mais aussi Juliette, tout le monde a beaucoup parlé des familles. Dans cette pluridisciplinarité, la famille est au centre, parce que l'enfant vestibulaire, il va avoir des problèmes ou dans la famille, dans le quotidien, voilà. Et c'est d'abord là que ça s'exerce. Et donc, le centre de cette pluridisciplinarité et de la prise en compte de cette pluridisciplinarité, c'est évidemment la famille. Alors, après, bon, c'est bien beau de dire ça, c'est aussi ce qui me fait dire que s'intéresser aux fonctions vestibulaires, c'est un modèle, d'une certaine façon, de la prise en charge des sourds, enfin, de la population des enfants sourds congénitaux avec troubles associés. C'est une façon et au-delà de ça, du plurihandicap, je vais dire, parce qu'on touche un petit peu à tout. Voilà. Ça permet de réfléchir vraiment sur le développement de l'enfant, sur le développement psychomoteur, le développement de base, voilà. Mais pas que de base, puisqu'on a vu quand même que les fonctions vestibulaires avaient aussi des implications au niveau cognitif. Voilà. Mais évidemment, on peut, et la plupart du temps, il faut même, si on soupçonne qu'il y a un déficit vestibulaire, il faut demander un examen vestibulaire. Voilà. Alors ça, on a fait le choix, j'ai fait le choix, de ne pas en parler aujourd'hui, de l'examen vestibulaire, parce que c'est quand même un chapitre en soi. Hein. Je pensais qu'il y avait notamment une personne qui serait venue, qui s'appelle Soline Le Cervoisier, qui connaît très très bien non seulement les fonctions vestibulaires et leurs troubles, mais aussi l'examen vestibulaire. Et elle aurait pu, en quelques mots peut-être, répondre à votre question, mais peut-être que quelqu'un dans la salle peut répondre à cette question, mais alors très rapidement, parce que c'est l'heure. Et oui, on peut, juste je voudrais dire que oui, on peut faire un examen vestibulaire et que même c'est recommandé, je dirais, pour les familles. Parce que la plupart du temps, d'avoir un diagnostic, c'est très rassurant pour la famille. Et donc il y a des examens qui sont pratiqués chez les enfants par le docteur Sylvette Wiener-Vacher à Robert Debré. Et on peut donc... je ne trouve pas le mot, pas recommander, mais enfin bon, hein, orienter, voilà, des enfants vers le service de Robert Debré et vers le service de Sylvette Wiener-Vacher qui pourra examiner ces enfants et
on aura vous aurez un examen objectif vestibulaire. Vous voulez dire 2 mots sur cet examen? Mais vraiment 2 mots. En effet, je voulais dire, quand je vois un enfant bébé sourd, on fait le diagnostic. Je demande systématiquement, comme les autres confrères ou consoeurs ORL audiophonologues, on demande un bilan étiologique. Ça veut dire on demande une IRM à partir de 6 mois. Et ça veut dire qu'on peut voir agénésie de nerfs audio-vestibulaires ou d'une partie. Et on demande systématiquement le bilan vestibulaire qui se fait à l'hôpital Necker par Dr Parodi ou Robert Debray, Wiener-Vacher. Ma consoeur aussi, elle fait des examens vestibulaires. Elle fait des adultes, voilà. Mais ça, c'est systématique. Et là, on a des informations. Après, il y a d'autres troubles associés qui s'avèrent quand les enfants grandissent. Neurologique, etc. Merci. Donc, je suis médecin ORL, je travaille au Salem. Parce que cette question, ça m'étonne un petit peu, mais bon, c'est pas en façon négative, parce que quand on travaille en équipe, on fait des synthèses. Je suis présente, on parle au sujet de l'enfant, et tout le monde est au courant, par exemple, quel état visuel, quel état vestibulaire. Est-ce que réflexie complète, unilatérale, bilatérale, aggravation après un plan cochléaire? Est-ce que ça concerne seulement troubles otolytiques, d'accord? Est-ce que ça concerne troubles canalaires? Parce qu'il y a plusieurs examens, potentiel évoqué otolytique, calorique, VHIT. Et dans tout ça, on est au courant, alors on sait quel est le problème. Est-ce que plutôt pour hypotonie ou par exemple canalaire et d'autres choses, unilatéral, bilatéral. Alors pour ça, on travaille ensemble pour être au courant, on va dire. Alors, effectivement, on peut aussi faire un exposé sur cet examen vestibulaire. Ça demande un exposé en soi. Je prends juste la parole pour conclure et remercier toutes les personnes qui ont préparé. Alors, je vais demander à toute l'équipe, tout le groupe de psychomotriciennes, en tout cas celles qui sont encore là, parce qu'il n'y en a qu'avec des trains, venir ici. Voilà, je voulais vraiment vous remercier pour tout ce travail que vous avez fait depuis de nombreuses années, puisque le groupe existe depuis 20 ans apparemment, donc ce serait peut-être les 20 ans du groupe. Et donc merci pour tout le sérieux de votre travail, parce qu'on a vu aujourd'hui les fruits de ce travail et vraiment bravo. Et donc remercier tout particulièrement celles qui ont osé monter sur scène et qui ont bien préparé tous les exposés. Et voilà. Et donc, on voulait juste aussi remercier Elisabeth pour tout ce travail. Merci surtout à toutes celles qui sont intervenues, parce que, enfin, à vous toutes. Mais celles qui sont intervenues particulièrement parce qu'elles ont eu un investissement et un engagement qui est quand même un peu hors du commun. Voilà. Je vais dire, ça ne s'est pas limité à leurs horaires de travail. Et je vous remercie vraiment beaucoup, beaucoup pour tout ce que vous avez fait. Voilà. Merci.